Bienvenue sur Tsunamia. Et cette semaine, je fais un épisode un peu spécial. J'ai eu un invité, mais je voulais quand même vous faire un très rapide brief sur l'actualité de l'IA avant de vous laisser avec l'interview de l'invité. Comme ça, vous avez quand même votre dose d'actualité. Surtout qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors, je suis toujours, moi, dans une période de rush où j'ai quand même beaucoup de travail, beaucoup de sujets en ce moment à gérer. Donc, je peux pas me permettre de vous faire des épisodes un peu plus longs comme ce que je pouvais vous faire habituellement. Mais voilà, il y avait quand même des informations intéressantes à partager cette semaine, à commencer par pas mal de sorties. Donc déjà on a Sora 2 qui est sorti. Donc Sora 2, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau modèle de génération de vidéos de OpenAI. Alors j'ai eu un accès aujourd'hui, donc c'est tout frais, j'ai pas eu le temps de beaucoup le tester encore, mais voilà, si vous voulez, j'ai fait un petit post sur LinkedIn si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et donc le modèle a l'air quand même d'être assez impressionnant. J'ai pas pu le tester jusqu'au bout pour me rendre compte de voir à quel point il était moins bon ou meilleur que VO3, le modèle de génération de vidéos de Google. En tout cas, et je pense qu'on se retrouve avec un niveau qui est quoi qu'il arrive similaire, ça saute pas aux yeux. Il a l'air d'être vraiment bon, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a encore quand même des défauts. Et c'est toujours difficile de savoir quand ils nous font des démonstrations à quel point ils ont sélectionné les bonnes vidéos des mauvaises. Mais voilà, en tout cas, je lui ai demandé de me générer une vidéo de Sam Altman parce que la nouveauté de ce modèle de ce modèle Sora 2, c'est qu'on peut intégrer directement des personnes dans nos vidéos. Et donc du coup, ils ont intégré directement différents employés de OpenAI et notamment Sam Altman, le CEO. Et donc j'ai demandé de générer une vidéo de Sam Altman qui faisait la promotion du podcast Tsunamia en lui envoyant également le logo de Tsunamia, et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, c'est quand même plutôt assez impressionnant ce que le modèle est capable de faire. Autre chose qui m'a énormément impressionné en sortie, et je pense que peut-être que la semaine prochaine je prendrai le temps de vous faire un petit peu écouter à quoi ça ressemble, mais on a Suno version 5 qui est sortie. Et donc Suno, c'est l'intelligence artificielle qui fait de la musique. On avait il y a deux un petit peu grandes entreprises qui sont en train de travailler sur ce sujet, c'est Suno AI et Udio. Et là, honnêtement, Suno, franchement, ils m'ont bluffé. Les différentes musiques que j'ai pu écouter qui étaient faites avec cette version 5 sont vraiment extrêmement qualitatives. Là, vraiment, on arrive à un niveau où ça commence à devenir vraiment difficile de se rendre compte que ça a été généré par une IA. Donc, on entend beaucoup moins de défauts, il y a beaucoup moins de problèmes au niveau des artefacts qu'on pouvait entendre, au niveau de la voix, etc. Enfin, franchement, c'est beaucoup plus qualitatif. Au niveau de la variation des instruments, du nombre d'instruments, etc. C'est très riche. Donc voilà, j'ai été vraiment assez impressionné. Donc si vous voulez écouter ce que ça donne, allez faire un tour sur le site de Suno. Et sinon, voilà, je pense que d'ici la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un petit contenu dédié là-dessus. Sinon, sur les grosses actualités qu'il y a pu avoir, on a eu une actualité qui a fait pas mal de bruit du cabinet Accenture qui a expliqué qu'il allait licencier près de 12 000 personnes. Alors le cabinet Accenture, c'est quand même un très gros cabinet. À l'échelle mondiale, c'est 791 000 employés. Donc sur ces 791 000 employés, il y en a 12 000 qui vont partir. Et a priori, les employés qui vont partir, en fait, c'est les employés qui ne peuvent pas justement réussir à faire la transition vers l'IA, qui sont trop difficiles entre guillemets à former. Et donc ils ont préféré se débarrasser entre guillemets de ces personnes-là. Donc en leur offrant pas forcément des packages, etc. C'est d'ailleurs tout un budget qui a été débloqué dans l'entreprise pour faire ça, et donc du coup privilégier des nouveaux arrivants. Donc ils vont aussi faire des phases de recrutement et aussi surtout des grosses phases de formation pour que les consultants qu'ils ont puissent se mettre à niveau sur tout ce qui est lié à l'IA. Donc ça montre déjà qu'on a des cabinets qui ont pris la décision de se dire soit vous acceptez que l'IA maintenant c'est un nouvel outil qu'il faut vous en servir et vous l'intégrer dans votre travail, soit vous n'acceptez pas, et dans ce cas-là ce sera la porte. C'est un petit peu comme ça que en tout cas je le comprends, et donc voilà, ça montre à quel point ça devient quand même assez important maintenant de commencer à rentrer dans ces outils. C'est un petit peu comme imaginez la transition avec l'informatique, les personnes qui disaient non, moi je veux surtout pas utiliser l'ordinateur, je veux rester avec mon papier et mon stylo. Au début ça fonctionnait, et puis au bout d'un moment on leur a dit non, soit maintenant tu passes à l'ordinateur, soit tu pars Et là j'ai l'impression qu'on commence à avoir la même tendance avec d'autres entreprises, notamment du coup avec Accenture. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme news intéressante? On a la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui s'appelle ChatGPT Pulse, donc qui est disponible alors pour l'instant uniquement pour les abonnés à $200 par mois. Donc vu que je paye extrêmement cher tous les mois pour avoir les dernières fonctionnalités d'OpenAI, ce qui me permet du coup d'avoir notamment Sora 2, et là qui me permet d'avoir ce nouvel modèle de Pulse, j'ai pu du coup le tester, et c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir un résumé le matin avec différentes actions, et ChatGPT il se base sur ce qu'il sait de nous. Donc là je sais plus ce qu'il m'avait raconté pour la journée d'aujourd'hui. Alors d'ailleurs c'est uniquement disponible pour l'instant, je crois, sur l'application, il me semble.
c'est pas disponible sur la version web. Alors je regarde tout de suite pour vous dire si je me trompe ou pas. Mais en tout cas, ça vous fait tout simplement un petit résumé des choses intéressantes qui ont pu se passer pour vous. Ça vous propose aussi d'avancer sur certains de vos plans. Vous pouvez aussi le connecter à différentes applications, votre calendrier, votre boîte mail, si vous voulez, pour qu'il puisse vous faire un résumé plus pertinent. Donc moi j'ai pas osé aller jusque là. Et donc ouais, effectivement, c'est que sur l'application mobile. Je suis en train de voir là sur l'application sur le Mac, pour l'instant elle n'est pas disponible, et voilà, ça vous permet d'avoir un petit résumé qui vous dit un petit peu les choses importantes à savoir sur votre journée, et qui vous aide un petit peu à éventuellement vous aider à avancer sur certains sujets. Ensuite, quel autre sujet on avait d'intéressant? Oui, voilà, on a des gros investissements qui commencent à se mettre en place au niveau de OpenAI. Donc OpenAI, ils sont en train de faire notamment des data centers. Ça fait partie du méga deal qui avait été l'accord qui avait été fait du projet Stargate. Et donc là, c'est en train justement de se mettre en place avec l'arrivée maintenant de data centers. En tout cas, voilà, ils sont un peu tous en train de s'activer sur le sujet. On a aussi Meta, par exemple, qui prévoit de dépenser 600 milliards de dollars en infrastructure américaine d'ici la fin 2028. Donc voilà, ils sont tous en train de se lancer sur des très très gros projets de data center pour faire évoluer justement leur IA. On a aussi eu un bad buzz avec une actrice IA qui s'appelle Tylee Norwood, qui est entièrement générée par intelligence artificielle. Donc c'est un studio qui s'appelle Studio Xico IA, qui s'est lancé un petit peu dans ce projet-là, et donc ils vont faire des acteurs IA. Et voilà, forcément, ça n'a pas très très bien fonctionné. Enfin, en tout cas, il y a eu un bad buzz forcément des acteurs sur justement ce concept-là. Moi, honnêtement, je pense que pour l'instant, ça s'est amené à un peu échouer, à ne pas marcher. Donc forcément, c'est une façon pour l'instant de faire un peu du buzz, etc. Mais si on reprend le sujet des influenceurs et des influenceuses IA, qui était un petit peu la mode, il y a de ça maintenant quasiment 2 ans, et au final, aujourd'hui, ça marche pas très bien. Il y a au final très peu d'influenceurs et d'influenceuses IA qui ont vraiment fonctionné. Aitana, qui était un petit peu la première influenceuse IA, a un petit peu fonctionné. Son compte Instagram, il stagne, il marche pas très bien. Je pense qu'au niveau des partenariats qu'ils ont, il doit pas y avoir grand chose, parce que au final, je pense que les personnes, ils aiment bien aussi s'identifier à des personnes qui existent vraiment, et le fait d'avoir des influenceurs IA, c'est pas forcément la chose qui leur parle le plus. Et donc je pense que pour les acteurs, on risque d'avoir quelque chose d'assez similaire, même si il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, ce que permet l'intelligence artificielle, c'est aussi à des acteurs qui eux existent, de jouer éventuellement dans des scènes dans lesquelles ils n'auront pas vraiment été. Et donc par exemple, on a Bruce Willis qui fait ça depuis pas mal d'années. Donc Bruce Willis, il est maintenant en fauteuil roulant, donc il peut plus jouer, et donc il a un double de lui, un clone qui peut faire des publicités notamment. Et je sais qu'en Asie, il y a pas mal de publicités qui utilisent son image. Il a un contrat spécifique où il a donné ses droits d'image pour qu'on puisse faire des deepfakes de lui et qu'on puisse faire des publicités de lui, alors que lui, il est plus en capacité de jouer. Donc peut-être que ce sera peut-être plus ça l'avenir. Ce sera des vrais acteurs, mais qui auront des doubles IA qui leur permettront de jouer peut-être dans plus de films, plus de publicités ou autre. Donc là, ça en tout cas l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, on a une première IA actrice, et on verra si elle arrivera à avoir une carrière, éventuellement un Oscar, mais en tout cas pour l'instant je pense qu'on n'y est pas tout à fait. Donc voilà un petit peu pour les grosses actualités qu'on a pu avoir cette semaine. Donc c'est un résumé très très bref. Si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à regarder la newsletter. Et sinon, je vous laisse tout de suite avec l'interview de Maxime, qui est du coup un développeur qui travaille beaucoup sur les sujets d'intelligence artificielle. Et donc c'était sympa, je l'ai rencontré à un événement et je me suis dit que ce serait très sympathique d'avoir un développeur sur le podcast. Donc n'hésitez pas à l'écouter si le développement notamment vous plaît. Donc je vous préviens, l'interview est quand même un petit peu plus technique, donc pour ceux qui n'y connaissent rien du tout au développement, ça pourra quand même peut-être être intéressant pour vous, mais il y aura peut-être des notions que vous aurez un peu plus de mal à comprendre. Mais par contre, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu et qui s'intéressent aussi au développement d'agents IA, je vous recommande vraiment, parce que c'est assez intéressant de voir un petit peu quelle approche Maxime a pu avoir avec le développement de ces outils. Voilà, je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle, et cette semaine, je ne suis pas
pas seul, je suis accompagné de Maxime qui va pouvoir se présenter et du coup on va profiter de cet épisode pour parler notamment d'agents IA et d'avoir aussi le retour d'une personne qui développe en permanence avec l'IA pour voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne pas et avoir vraiment un retour d'expérience sur le sujet. Vu que c'est quelque chose qui est un peu à la mode, je trouvais que c'était justement l'occasion de discuter de tout ça avec Maxime. Donc Maxime, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous dire ce que tu fais ? Merci déjà de me recevoir. Je m'appelle Maxime. Je fais du développement depuis maintenant à peu près 7 ans. Ouais, à peu près. Et je me suis mis à... On va aller direct sur l'IA. Je me suis mis à l'IA en 2023. Ouais, à peu près. À peu près quand ChatGPT est sorti. Et pour le dev, c'est début 2024. Pour faire une idée. Tout bêtement, c'est que GPT 3.5 était pas terrible. On commençait à avoir des prémices de choses qu'on pouvait faire avec l'IA, mais comme il avait accès à pas grand-chose et que son contexte était tout pourri, mais en fait, ouais, c'est ça. On s'en rend pas compte, mais maintenant c'est la base, alors que quand il est sorti, non, c'était pas la base. Et on commençait à avoir des prémices. Et il y avait GitHub Copilot qui était déjà sorti en 2021-2022. J'avais eu l'accès à la preview parce que je m'étais inscrit sur la liste d'attente et j'y avais eu accès. À l'époque, je faisais du dev mobile et il était vraiment pas bon, pour être clair. C'était bien avant GPT 3.5. Et au moment quand GPT-4 est sorti et que GitHub Copilot s'est mis à GPT-4, je discutais avec des collègues et je me suis lancé. J'ai voulu voir ce qu'il était capable de faire sur un projet web, parce que j'avais compris qu'il maîtrisait beaucoup mieux le JS et le TypeScript pour ceux qui connaissent. C'était un projet en React et Remix. Donc je me suis dit, on va voir ce que GitHub Copilot est capable de faire. Pour ceux qui voient, à l'époque, ce que faisait GitHub Copilot, c'était juste de la complétion. Pour ceux qui font du dev, en gros, c'est que tu commences à taper une phrase et il arrivait à deviner ce que tu voulais écrire. Donc quand tu voulais écrire une fonction d'une dizaine de lignes, une quinzaine de lignes, il pouvait comprendre et arriver à te la faire en fonction du contexte de la page et ainsi de suite. Ok, mais par contre, pas des prompts, c'est ça c'était pas... Non, pas du tout. C'était pas des prompts. Il y avait une bidouille qui existait où c'était une sorte de prompt, on va dire, où en fait, dans le code, tu peux mettre du commentaire. Et en fait, quand tu écrivais ton commentaire, en dessous, dès que tu commençais à vouloir le lancer, il prenait le commentaire en sorte de pré-prompt, mais c'était pas du tout des prompts. Ouais, c'était un peu... Ok, je vois, ouais. C'était une bidouille qui se faisait à l'époque. Et c'était il y a pas si longtemps que ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire ça. Je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien. Et en été 2024, je sais plus, 2023, 2024, non, même plus les dates. Cursor. J'ai vu la trend de Cursor. Mais j'ai commencé à utiliser Cursor, pas du tout avec le chat, parce qu'à l'époque, Cursor n'avait pas le chat non plus, n'avait pas les prompts. Ce que Cursor faisait de différent de GitHub Copilot, c'est vu que c'était un fork de VS Code. S'il y a des trucs que tu me dis, ça va trop loin. Ouais, exactement. On peut expliquer. Donc Cursor, c'est un des outils qui est un petit peu connu pour aider à faire du développement avec de l'IA. Ils ont été assez connus parce que en fait aujourd'hui quelqu'un qui sait pas du tout développer, il utilise Cursor, il lui dit fais-moi un logiciel qui fait X ou Y et Cursor peut le faire. Il peut faire des sites internet. L'un de leurs concurrents c'est Windsurf qui marche un petit peu de la même façon. Et donc ça a un petit peu aussi lancé la tendance qu'on appelle un petit peu le vibe coding, où en fait des personnes qui savent pas du tout développer donnent des instructions à l'IA, ils finissent par avoir une application qui marche plus ou moins. Qui sont souvent pas capables de débugger parce que il faut des compétences en développement quand même pour comprendre la mécanique qu'il y a derrière. Mais c'est assez sympa parce que ça permet de créer quelque chose et de faire un petit peu des concepts très rapidement. Mais du coup, comme tu le disais, au tout début, c'était pas encore le cas. Et ce que tu disais, c'est que c'était un fork. Donc un fork, c'est quand on a un logiciel qui a été développé par la communauté open source et que des personnes se disent ce logiciel il est pas mal, mais j'aimerais en faire ma version ou une version différente. Et donc là, en l'occurrence, c'était une version, tu m'as dit de JS, c'est ça? Non, c'est en fait de VS Code. VS Code qui est le plus gros. C'est un des gros idéaux, c'est ça qui permet de. Ouais, c'est ça. C'est un des plus gros qui est fait par Microsoft pour le coup, mais qui est open source. Et il existe plein de forks et Cursor a fait le sien. Et en fait, à la base, ce qu'ils ont juste fait, c'est la limitation de copilote, comme je disais, c'est qu'il avait accès qu'à la. Dans une vidéo, c'est comme un navigateur, tu peux ouvrir plusieurs tableaux anglais. J'essaie de le faire simple. Il avait accès. Qu'à celui que tu étais actif. Pas ceux qu'il y avait en background. Et en fait, ce que Cursor a fait, qui au début changeait toute la donne, c'est que quand tu lançais un projet, il indexait entièrement le projet. Il faisait une sorte de RAG en local, pour faire très simple. Ouais. Et donc, ça permettait que quand tu lui demandais de faire des choses ou lui dire appelle cette fonction pour faire cette méthode, il allait directement
mais tu n'avais pas forcément à aller vraiment lui spécifier la page ou le fichier où c'était. Il comprenait et il avançait là-dedans. Ouais, parce que mais on reste... pour expliquer un peu à ceux qui n'ont jamais vraiment trop fait de développement, ouais. Aujourd'hui, si on demande par exemple à ChatGPT ou à Claude ou à toutes ces chatbots de créer du code, ils peuvent créer par exemple une page internet ou quelque chose d'assez simple. Mais quand on leur demande ça, en fait, ils font un seul fichier, quoi. Il n'y a pas plusieurs fichiers. Ouais. Sauf que dès qu'on veut faire une application un peu compliquée, il n'y a pas un seul fichier, il y en a plein. Et là, la différence qu'il y avait avec Cursor, c'est que lui, il avait accès à, entre guillemets, tous les fichiers. Il pouvait savoir qu'est-ce qui se passait, du coup, à quel endroit. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est pas un comportement isolé où il a l'info que du fichier en cours, quoi. C'est ça. Il était capable de comprendre que tu voulais appeler, parce qu'il y a beaucoup de fichiers qui communiquent entre eux et souvent, c'est pour séparer les separation of concern. En français, je ne saurais pas le dire. Pour séparer en fait lequel affiche la vue, lequel affiche le code, lequel s'occupe du code métier. Et en fait, ça permet de pas dupliquer des fonctions et de rappeler les bonnes fonctions. Et au début, Cursor, moi j'y suis allé pour ça, parce que c'était vraiment chiant de GitHub Copilot de vraiment lui arriver. Il était très vite limité. Et arrivé, j'essaie de refaire une vision, et arrivé un fameux modèle chez Anthropic qui s'appelle Claude 3.5 Sonnet. Et en fait, ce modèle, il a changé la donne pour une chose, c'est que c'était enfin un modèle qui arrivait à utiliser les outils, les tools, proprement. Aujourd'hui, les tools, vous en voyez partout. Dans ChatGPT, il y en a plein, dans Claude, il y en a plein. Et basiquement, ce qu'on disait au début, le web, faire une recherche sur le web, c'est pour le modèle d'IA, c'est un outil pour le LLM. C'est un outil qu'on lui donne l'accès, on lui dit, si quelqu'un te dit de faire une recherche, t'appelles cet outil qui s'appelle le Web Research ou des trucs comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle les tools, hein. En fait, le LLM, il fait plein de choses, mais il a besoin de plein d'outils pour le faire. Et il a accès, par exemple, à une recherche internet, il a accès à un interpréteur de code Python, il a accès à une calculatrice, entre guillemets, il a accès à plein d'outils comme ça. Et le problème, c'est que avant, les modèles, ils étaient pas très bons à savoir quel outil choisir à quel moment. Si on reprend encore l'exemple de ChatGPT pour ceux qui s'en ont servi il y a quelques mois, quelques années, au tout début, des fois, il faisait pas automatiquement la recherche sur Internet. Fallait un peu insister. Maintenant, il le fait super bien. Il a tendance à y arriver tout de suite. Et la différence qu'il y a avec Claude, c'est que justement, il gérait bien ses tools, quoi. C'est ça. Claude était un des... Alors, on n'en est pas aux performances d'aujourd'hui, mais c'est le premier où on voyait des prémices où c'était faisable. Et donc, Cursor, c'est pas le seul à avoir fait, mais Cursor, comme j'étais beaucoup dans cet écosystème-là, je l'ai vu avec Cursor, ils ont commencé à intégrer un truc qui, au début, c'était pas l'interface de chat comme on l'a aujourd'hui. Ils appelaient ça Composer. Ça t'offrait une espèce de pop-up où tu rentrais le markdown de enfin, une sorte de prompt, on va dire. Mais tu pouvais lui spécifier un fichier au format markdown, qui est un format de texte un peu spécial où c'est facile d'indenter les titres et ainsi de suite. Et tu pouvais lui faire ça et ça lui permettait ensuite de créer plein de fichiers. Et donc, en fait, il avait l'accès à l'outil. Basiquement, c'était un outil file system qui lui permettait de créer des fichiers sur ton ordinateur. Et là, tout d'un coup, ça ouvrait beaucoup de possibilités. Parce qu'au lieu de devoir, toi, écrire le code et être dans un fichier et lui dire « fais-moi cette fonction, fais-moi cette classe, appelle cette méthode », là, tu pouvais lui dire « j'ai besoin de développer cette fonctionnalité. Voilà la fonctionnalité déjà existante. J'en veux une similaire, sauf qu'elle doit faire ça, 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 ça. » Et tu le laissais faire. Ça, c'est arrivé avec Claude 3.5 Sonnet sur Cursor. Ça a commencé comme ça. Et à ce moment-là, Windsurf est arrivé. Et il n'y a pas que Windsurf, mais Windsurf est arrivé. Et Windsurf, lui, a commencé directement avec l'interface de chat. Et c'est à ce moment-là que Cursor a migré toute son UI et est passé sur le chat. Parce que Cursor, pendant très longtemps, il a été critiqué. Ça fait pas si longtemps que ça que son UI, elle est propre. Parce que comme il a testé plein de trucs à droite à gauche et que c'était un précurseur, t'avais des trucs, des interfaces qui se ressemblaient pas du tout, mais qui étaient plus dans l'idée. C'était un peu le bordel. Mais c'est qu'il était en avance et qu'il avait trompé les trucs. Aujourd'hui, je crois que c'est les leaders, Cursor, là-dessus, non ? Ils sont devant Windsurf. Hein. Ils sont devant Windsurf, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont rentrés en scène. Beaucoup. Comme par exemple, et là je vais les lister, parce qu'au moment où Cursor est arrivé, Windsurf est arrivé, pardon. Windsurf et Cursor, c'est vraiment des logiciels que tu installes sur ton poste, et quand tu es dev, il faut que tu aies un environnement dev, et ainsi de suite. Ils font pas à ta place. Tu peux pas tout lancer de A à Z, il faut que tu aies quand même des connaissances. Beaucoup de gens peuvent utiliser Cursor aujourd'hui, et au final, ils sont un peu techniques parce qu'ils ont un environnement peut-être Python ou JS sur leur poste, et ils s'en sortent comme ça. À ce moment-là, il est aussi arrivé un outil qui a fait un lancement d'ailleurs hier, pour la V2, c'est Bolt. Ah oui, c'est vrai, Bolt, ils ont fait beaucoup parler d'eux parce que là, il n'y avait rien à faire, c'est directement Internet. C'est ça.
on lui demande ce qu'on veut et il nous fait une application magique. Même si moi je sais en tout cas que quand il est arrivé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été très frustrées par Bolt parce qu'ils se sont dit c'est incroyable, il y a l'effet démo, on lui demande fais-moi une application qui fait ça et on a un truc tout de suite qui a l'air de marchoter, sauf que dès qu'on commence à vouloir débugger, corriger les défauts, etc., ça coûte super cher en crédit, il se met à recoder et réécrire la moitié du code qu'il avait fait, donc du coup c'était pas du tout rentable et voilà, je connais plusieurs personnes qui avaient commencé à développer un projet avec Bolt qui ont finalement arrêté, puis qui finalement après ont appelé un développeur pour faire le projet qu'ils voulaient faire, quoi, parce que ça a été vraiment l'échec, quoi. Donc je sais pas ce que donne la version 2, hein, mais je sais que voilà, en tout cas sur la version 1 il y a eu pas mal de déçus. Sur la version 1 il y avait beaucoup de déçus, ouais. Mais après c'est les premiers à être partis du principe que on peut peut-être aller un peu plus loin que ce que proposait Cursor et Windsurf. C'est en mode si tu sais vraiment pas coder, on peut peut-être te proposer un truc dans le navigateur qui le fait à ta place. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de gens qui étaient frustrés. Moi, le premier. J'ai testé des trucs et j'étais, mais en fait, il comprend rien à ce que je lui demande, il fait n'importe quoi. Alors qu'à côté, je voyais que Cursor, il y arrivait, en fait. Et quand tu voyais que derrière, ils utilisaient le même modèle, il y avait un truc qui me paraissait bizarre. Mais ce que je trouve dans Bolt, c'est comme quand est arrivé ChatGPT en novembre 2022 ou 3, je sais plus à force. C'est novembre 2022. Et en fait, c'est le même truc. C'est pas parfait, mais tu vois qu'il y a quelque chose. Tu vois que tu peux aller un peu plus loin. C'est les prémices de quelque chose. En fait, ce qui manquait, c'était que les modèles évoluent. Donc, entre-temps, faut savoir que dans le domaine du développement, Anthropic est le leader, et de loin, avec toutes les versions de Claude qui existent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se permet de facturer 1,5 bras avec Claude, mais ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'ils sont aussi plus chers. Mais moi, je me rends compte aussi que Claude, généralement, dans le milieu professionnel, c'est aussi très souvent le meilleur modèle. Pour vraiment l'avoir testé avec beaucoup de clients, avoir testé beaucoup de cas d'usage différents. ChatGPT, il a la force un peu d'être un peu bon partout, mais dès qu'on est sur un sujet vraiment professionnel, quoi, c'est Claude, je trouve, qui est le meilleur. Claude. Il a une tendance à être plus proactif, meilleur dans l'analyse, et donc sur le code, je suis pas du tout étonné que ce soit le meilleur modèle, quoi. Alors, si l'histoire évolue, il commence à avoir de la concurrence. Oui, c'est sûr. J'essaye d'avancer un peu vite. Après, tu as eu les Lovable, les V0 et autres, qui sont plus ou moins des concurrents de Bolt. C'est ça, ouais. Donc, qui eux permettent de faire juste des sites internet. Donc, en tout cas, Lovable, c'est vraiment juste site internet. Et V0 c'est vrai. Plus côté application, mais web, quoi. C'est ça. Et moi, d'ailleurs, mais V0 est plus. J'allais dire, moi, j'ai fait mon site tsunamia.fr, il est entièrement fait avec Lovable. Voilà. Donc ça la preuve que ça marche. La preuve que ça marche. C'était mieux que Bolt, quoi. Dès que j'ai vu que ça marchait un peu plus, de façon un peu plus fiable, hein, je me suis dit allez, après tout, on fait un podcast sur l'IA, autant faire le site avec une IA aussi, quoi. Non, mais t'as bien raison. Surtout qu'en plus, pour le coup, Lovable, c'est européen. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, ouais. Il y en a pas des masses, donc il faut être content. Mais ils sont basés en Suède. Ouais. Il y a V0 qui est aussi arrivé. C'est pas les seuls, mais je trouve qu'au bout d'un an, c'est les 3 qui se sont vraiment sortis du lot. V0, peut-être des gens qui sont pas devs en ont pas forcément entendu parler, parce que V0, il a été créé par une boîte qui est vraiment connue dans le monde du développement, qui s'appelle Vercel. Et V0 est beaucoup plus focus sur le fait que ils se sont focus à la base, contrairement à Bolt et Lovable. C'est pas créer un site, c'est créer un composant pour toi que tu vas pouvoir exporter et ramener dans ton code. De base, c'est ça qu'ils ont fait. V0. Après, ils ont peaufiné le truc et au final, ils font la même chose que Bolt et Lovable, mais ils sont plus côté dev. En fait, en gros, leur clientèle, c'est beaucoup plus des développeurs. Et bon, ensuite, on a vu les modèles évoluer. Il y a Claude 3.7 Sonnet qui est arrivé avec la manière de le mode thinking là. Je sais pas comment dire en français. Le raisonnement, qui avancé, qui permet de passer un peu plus de temps à réfléchir, mais qui permet d'avoir des meilleurs résultats. C'est ça. Faut savoir qu'au tout début, il a été très mal apprécié parce qu'en fait, si tu les laisses trop réfléchir, les modèles, quand tu lui demandes de faire une tâche précise dans le dev, en fait, il s'embrouille. Il fait n'importe quoi. En fait, au départ, Claude 3.7, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais un peu arrêté d'utiliser Cursor à ce moment-là, et j'étais revenu sur 3.5 parce que, en fait, en réfléchissant, il se complique la tâche et il fait pas ce que tu lui demandes. Au tout début. C'est plus ça maintenant, mais au tout début, c'était vraiment ça. Au tout début, c'était un peu un effet de bord, Okay. C'est ça. C'était, faut savoir qu'il y a eu ce petit truc, ce petit temps d'attente, et c'est pour ça que si on fait attention à Claude, il a une différence avec les modèles de ChatGPT quand il raisonne. Tu peux l'activer sans raisonnement.
tu peux utiliser Claude c'est vrai que 3.7, 4. t'as le choix de, là où Ouais, ChatGPT, de le mettre ou pas. maintenant c'est automatique ou ça passe par le choix en haut du modèle, ouais. C'est ça. Et en fait, Claude, il était le premier à l'avoir ou pas l'avoir. Et je pense qu'ils l'ont mis surtout parce que dans le dev, ça foutait la merde. Donc j'avance un peu. Je sais plus où j'en étais. Ouais, voilà. Et Cursor, enfin, il y a juste un truc qu'il faut que je dise. Cursor n'est pas que anthropique. Cursor, il te laisse choisir. C'est ça, on peut choisir n'importe quel modèle, ouais. C'est ça. Donc tu peux switcher facilement entre Claude, GPT, Grok, Gemini et j'en passe. Et tous les modèles un peu random qu'il y a à côté. Ouais, Qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais ils sont moins connus. Donc on avance, Claude 4 arrive, il détruit le game encore une fois, donc il met tout le monde sur le carreau, là où on commençait à avoir O3 qui se rapproche et Gemini de -5. Et Cursor sort, j'essaie de faire un listing d'évolution du dev. Et c'est pour les devs qui n'utilisent pas encore les agents IA pour le développement. C'est pour essayer de vous faire une idée de là où on en est aujourd'hui et jusqu'où on peut aller. Je me suis perdu. Désolé. Tu parlais Claude 3.7 et ensuite on était sur Cursor. Ouais, on est Cursor. Et avec Claude 4, il a rajouté beaucoup de fonctionnalités. Et Cursor a amélioré beaucoup son interface en permettant deux choses. C'est qu'on pouvait avoir un mode agent et un mode, ils appellent ça Ask. Ouais. Et c'est là que les gens ont commencé à vraiment pousser le truc beaucoup plus loin parce que ce que tu peux lui faire, c'est que tu peux lui demander d'analyser ta base de code, de discuter avec... Ask, c'est vraiment tu discutes avec ta base de code, hein, bêtement. C'est de trouver des bugs, des features à changer, etc. Ouais. Tu peux même l'imaginer, et pour le coup, je m'en sers avec des devs qui je travaille, quand ils connaissent pas la base de code et qui viennent de récupérer le projet et que c'est conséquent, et bien en fait, tu mets Cursor en mode discussion et tu lui demandes de t'expliquer. Et franchement, ça aide beaucoup, parce que tout bêtement, des fois, tu peux passer un temps fou avec un dev junior à arriver à ce qu'il lance le projet sur sa machine. Et bien là, avec Cursor, il va aller beaucoup plus vite parce que tu discutes et tu lui demandes, aide-moi à comprendre comment lancer le projet. Et là, il va te lister tout ce qu'il faut faire. Alors, franchement, c'est bien, c'est pratique. C'est vrai que rien pour ça, c'est... de comprendre un petit peu, ça t'aide à comprendre un peu comment ça marche. Quoi. Ouais. C'est ça, comprendre comment ça marche. Et quand tu as un peu l'expérience, tu l'utilises d'une manière différente, mais tu n'utilises pas Claude à ce moment-là. Ask, tu l'utilises avec GPT. Comme tu disais avant, ChatGPT, il est bon un peu partout. Et il est bon pour avoir une vision un peu plus macro sur certaines tâches. Et donc, en fait, très vite, les gens ont venu à utiliser O1 ou O3 et maintenant GPT-5 pour brainstormer sur comment sont faits les features, quels bugs à corriger, comment améliorer ça. Et après, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as la réponse de GPT-5 qui te convient, tu passes sur Claude et tu le fais exécuter. Ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai que pour le développeur, sur le cas d'usage du développement, c'est super clair à quel point on peut travailler avec les forces et les faiblesses de chaque modèle. Ouais. Quoi. Surtout qu'en plus, vu qu'on a un outil unifié, parce que Cursor, il permet de discuter avec toutes ces IA. Alors, il faut à chaque fois avoir une clé API. Hein. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse... Ah non, c'est intégré... Il y a un abonnement qui t'intègre un nombre de... Ça, c'est pas mal. C'est ça. Ouais, parce que si du coup on n'a pas ça, normalement ce qu'il faut faire, c'est avoir une clé d'API API sur chacun des fournisseurs. Alors c'est un peu chiant à faire une première fois, mais après en vrai, en termes de budget, moi je trouve que c'est souvent assez intéressant, parce que vu qu'on paye aux requêtes qu'on a fait, très souvent quand on est tout seul à se servir de son IA, ça nous revient moins cher que de payer un abonnement mensuel, parce que des fois on se dit 10 € de crédit de GPT-5, en fait ça part pas si rapidement que ça, et souvent ça part plus lentement que si on avait payé 20 € par mois, et ça nous permet de mettre 10 € chez GPT, 10 € chez Anthropic, 10 € chez Google, quoi, et puis comme ça en fait après on se sert un petit peu de toutes ces API, et justement ça c'est une utilisation que je trouve assez utile, et je suis en train de tester un outil qui permet de connecter du coup plusieurs chatbots, plusieurs IA avec une seule interface, c'est assez bien foutu, et donc là je suis en train de tester tout ça, donc je pense que je ferai une vidéo dédiée sur l'outil, et ça c'est vrai que c'est des cas d'usage sympas, parce que ça permet de tester des fois même un seul prompt avec deux modèles en même temps, et de comparer justement quelles sont les meilleures réponses, et ça je trouve ça vraiment bien, et là typiquement c'est un super cas d'usage sur le développement, moi je le vois, il y a vraiment certaines tâches que je fais qu'avec certains modèles, parce qu'ils sont très forts là-dedans, et d'autres qui marchent pas du tout. Donc par exemple Gemini, dès qu'il faut beaucoup de mémoire, j'utilise Gemini parce que c'est le seul à avoir une bonne taille de contexte et à pas oublier les choses. Mais voilà, dès que c'est un usage plutôt professionnel, ça va être Claude. Si c'est plutôt du généraliste, ça va plutôt être ChatGPT. Donc je comprends tout à fait le sujet. Ah ouais. Et juste pour rebondir sur la taille des modèles, je sais pas si tu l'as vu passer,
mais Claude, par l'API, tu peux accéder à 1 million de tokens aussi. Je pense que tu l'as vu passer ou vous l'avez vu passer. Ouais, avec Claude Avec Code, c'est ça? Non, en fait, par l'API, tu rentres Claude 4 sonné, tu lui dis le modèle 1 million de contexte. Il a un nom particulier et ça te donne accès à Claude 4. D'accord. Pas le plus gros modèle, mais le 4. Je crois que le 4.5 qui est sorti là début de semaine, il l'a pas, mais le 4 il l'a et tu peux avoir accès à 1 million de contexte. Ok, d'accord. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, surtout si Claude, voilà. Mais alors c'est que via l'API ça? Oui, c'est que via l'API. D'accord. Ok, mais très bon à savoir. Ouais. Ok. Ouais, parce que c'est sorti et j'ai l'impression que c'est un peu passé inaperçu, à part dans le monde du dev où c'était cool. Du tout, ouais. Pour moi, Claude, il était à maxé à, je crois que c'est 400 000 tokens, je crois, pour Opus, je crois. Alors après, moi, c'est vrai que ça, c'est un autre truc que j'aime vraiment bien. Donc, pour un peu expliquer pour ceux qui sont un peu perdus avec cette histoire de tokens, etc. Ouais. Et donc, les tokens, c'est la taille de la mémoire de chaque intelligence artificielle, de chaque chatbot. Plus la taille est importante, plus il va se souvenir de choses, donc plus il peut mémoriser un grand fichier PDF, une très longue conversation, etc. Et l'un des soucis qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des IA qui ne disent pas quand elles arrivent à la limite de leur mémoire. Hein. Donc typiquement ChatGPT, s'il arrive au bout de sa mémoire, il vous prévient pas. Donc il commence à oublier les choses, il commence à du coup être assez incohérent et à vous donner des mauvaises infos, mais il va pas vous prévenir. Et ça c'est aussi une des choses que j'apprécie avec Claude, c'est que Claude, dès le début, si jamais on lui donne des choses qui sont trop volumineuses pour sa mémoire, il nous le dit tout de suite et il nous dit attention, la mémoire est dépassée et donc on peut même pas envoyer notre prompt en fait. Donc c'est à nous de faire un fichier plus petit ou de créer un projet dans lequel là on va pouvoir ajouter des fichiers, mais ça je trouve ça vraiment bien parce que ça nous bloque et au moins ça nous évite d'avoir des réponses incohérentes quoi. Oui, et c'est là où Claude il est vraiment pensé entreprise. Parce qu'en entreprise, tu veux vraiment savoir combien t'envoies. Business, tu veux vraiment savoir si tu vas péter ton contexte ou pas. C'est le truc que tu veux savoir en premier. Et pour info, Cursor le fait aussi. Il le faisait pas au début, mais ils ont pris beaucoup de retours des développeurs qui disaient ouais, mais on sait jamais en fait où on en est dans le chat et on sait jamais s'il va perdre des trucs. Donc maintenant, tu as un loader qui t'explique. Je crois que là par contre c'est une supposition. J'ai vu des mecs qui allaient le dire, je sais pas si c'est sorti ou pas, mais je parlerai juste après. Claude Code le fait déjà, Cursor est censé le faire ou va le faire. C'est quand tu arrives au bout, en fait il va compresser certaines parties de ton contexte principal pour te faire gagner de la place et continuer à vivre avec ce contexte là. Ok, ouais c'est malin ça. Ça te permet quand même de garder la même converse. Il garde les infos principales. Normalement, avec Claude Code, il n'oublie pas. D'ailleurs, je pense que c'est sûrement ce que ChatGPT doit faire. Ils doivent faire un truc un peu similaire. Je pense qu'ils doivent commencer à faire ça. Par intuition, quand je vois comment il fonctionne, je pense qu'il oublie pas tout, mais il oublie certains détails de ce qu'on aurait pu lui dire. Et il a tendance des fois à oublier certaines instructions. Moi, ça m'est arrivé sur des discussions très longues, par exemple, d'avoir une discussion qui passe du français à l'anglais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il oublie que je lui avais dit de me parler en français et il se met à parler en anglais parce que le contexte commence à être un peu trop long et qu'il a oublié les premières instructions quoi. Ouais, mais contrairement à Claude Code ou Claude, GPT te le dit pas. S'il est plein, s'il est pas plein, s'il compresse la mémoire ou pas. Là où vraiment, dans Claude Code par exemple, il te le dit vraiment, il te dit attention, tu arrives à X% du contexte, là on va compresser. Et tu vois vraiment combien il a compressé et combien tu as récupéré dans le contexte. Je vais parler juste de Claude Code et Codex, après on sera arrivé au bout de l'évolution du dev. Ouais. Alors, il y a Cursor qui existe, et en fait, Anthropic a sorti un truc qui s'appelle Claude Code, et OpenAI a sorti un truc qui s'appelle Codex. C'est des command line interface. En fait, on peut juste les utiliser dans le terminal. Ouais. Donc vraiment sur son poste. Oui, sur son poste, serveur, ouais. Donc via des lignes de commande. Donc voilà, c'est pas pour ceux qui ont peur du terminal, quoi. Mais par contre, ça nous permet après de développer une petite application sur son ordinateur ou sur son serveur ou peu importe, puisque du coup, via le terminal, ils peuvent accéder à des fichiers, créer des fichiers, etc. C'est ça. Ils ont accès à tout. Et en fait, au final, c'est devenu des concurrents de Cursor. Parce qu'il y a beaucoup de devs qui ont migré dessus, principalement parce que Cursor, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un pré-prompt qui te faisait perdre du contexte. Je comprends. Et donc, les gens ont migré sur Claude Code pour avoir le prompt complet. Et on passe les détails, mais vu qu'avec les abonnements de Claude, des gens avaient accès. Il y a un mec qui l'a fait tourner pendant 7 jours non-stop Claude Code. Ah ouais. Donc, il s'est fait plaisir. Parce qu'il faut imaginer que Cursor, tu avais une interface de chat. Tu peux pas avoir plusieurs chats en parallèle. Tu peux maintenant depuis un mois. Et Claude Code, tu pouvais lancer plein de terminals sur ton poste et tu les faisais tous travailler sur des tâches différentes et ils travaillaient tous en parallèle. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Et j'ai écouté la conférence des gars de chez Anthropic qui ont créé Claude Code
Et pourquoi ils ont choisi une interface de terminal? Parce qu'en fait, ils partent du principe que le monde du dev, comme il l'a expliqué, on voit que ça a beaucoup évolué. En l'espace de 2 ans, les IDE, ils sont passés de je t'aide à compléter un bout de code à l'interface, elle a totalement changé. Maintenant, on a une interface de chat complètement disponible sur le côté. L'interface de chat arrive à lancer le code, créer les fichiers, et ainsi de suite. Au final, des fois, tu peux ne pas regarder ton code sur des petits projets sans te prendre la tête, en fait. Tu peux juste le vibe coder, comme on dit, et tu regardes si ça marche ou pas. Et en fait, ils sont partis du principe que on sait pas l'interface comment évoluer. On sait pas où ça va aller. Donc, on fait le truc le plus petit possible. Ouais. Donc, une interface de ligne de commande. Et on regarde ce que les gens font. Parce que Cloud Code et Codex sont un peu plus que juste une ligne de commande d'interface. On peut les intégrer dans des applications. En fait, tu peux les mettre sur ton serveur pour qu'ils écrivent des applications pour toi, mais tu peux aussi les mettre au cœur de ton application pour qu'ils écrivent des trucs pour toi. Ok, d'accord. Donc tu peux aller très loin, en fait. Tu peux faire un truc très méta, où Cloud Code se rappelle lui-même et ainsi de suite. D'accord, ok. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont fait des trucs le plus petit possible, qui est juste une... éventuellement, ok. C'est ça. Ils parlent du principe que, par exemple, dans une CI/CD, j'espère que je vais pas perdre du mot, les choses qui permettent de builder et déployer ton application ou ton site web, c'est des trucs en automatique qui se font. Et en fait, ils ont donné des exemples où tu peux mettre Cloud Code au milieu de tout ça, qui va, une fois que l'application est buildée, avant de la déployer sur le serveur, faire des tests random. Vu que c'est un LLM, tu lui demandes de lancer des tests random, avec l'aide des MCP, de lancer le navigateur et regarder ce qui se passe, et de dire si oui ou non ça passe. Et en fait, tout d'un coup, tes tests, ils peuvent être encore beaucoup plus aléatoires que ce qu'ils étaient déjà. Grâce à le Cloud Code. En fait. Ouais, parce que la partie test est souvent assez long, c'est assez fastidieux, c'est pas le truc le plus rigolo. Et donc là, au final, c'est l'IA qui nous fait la partie test au moment du déploiement, quoi. Donc vraiment, vraiment pas mal aussi, ouais. Ça, je comprends que ça puisse accélérer. Ouais, c'est pratique. Après, je l'ai vu en test dans des vidéos. Je sais pas si c'est en prod. Moi, je l'ai jamais vu en prod encore, mais c'est en test. Et donc du coup, justement, si on se ressent un petit peu, donc là, tu nous as un petit peu donné tout le parcours, ce qui a pu se passer. Et donc maintenant, aujourd'hui, toi, c'est quoi un petit peu les solutions que tu favorises? Donc tu m'as parlé de Vercel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi tu as choisi ça? En quoi ça te permet à toi de faire des agents IA qui fonctionnent, hein? Et voilà, c'est quoi un petit peu ton retour d'expérience là-dessus? Ok. En fait, j'utilise principalement chez Vercel. Vercel, c'est une entreprise qui fait à la base un service de déploiement de sites web. Ils ont Next.js pour ceux qui savent. Je pense que s'il y a des développeurs qui regardent, ils doivent comprendre. Même des personnes tech, c'est une surcouche à React. Et React, je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler si t'es un peu dans la tech, qui permet de faire des sites web facilement. Vercel te permet de déployer Next.js hyper simplement. Ils ont vu la trend des IA arriver, plein dans le mille, et ils ont créé un SDK qui permet d'intégrer facilement n'importe quel modèle dans notre projet. Ça s'appelle le AI SDK. Pour le coup, ils ont pris le nom, ils ne sont pas fichés. Et dedans, on peut récupérer n'importe quel modèle. Donc, c'est-à-dire que je veux aujourd'hui intégrer une application avec OpenAI, Anthropic, Grok, Gemini. Et je prends le AI SDK et j'ai juste un fichier de conf qui me permet de switcher facilement d'un modèle à l'autre. Ou, dans la même application, comme on en parlait plus tôt, prendre le modèle là où il est fort. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire résumer un texte, je vais prendre, GPT-5 Nano. Si j'ai besoin de faire une tâche un peu plus poussée, je vais appeler Claude et ainsi de suite. Et donc, j'en suis venu à développer des agents comme ça, avec le AI SDK de Vercel, et je me sers principalement de Next.js pour faire des dashboards, pour avoir une visu de comment ça se passe. Pour rentrer en détail de ce que j'ai déjà fait, j'ai fait un agent qui aide à... C'est plutôt simple pour le coup au début. Ça aide à générer des revenus et des menus et des listes de courses en fonction du nombre de personnes, des limitations alimentaires, de tes préférences et ainsi de suite, et du nombre de jours. Je me sers de Gemini et de GPT grâce au AI SDK de Vercel qui génère tout ça, et ensuite ça te retourne tout. Et ça te génère aussi la liste de courses qui est très pratique. Ça, c'est le premier que j'ai fait qui est en production, qui existe, qui marche très bien. Que j'utilise régulièrement. Juste pourquoi? Pour une application, c'était comment les gens rentrent les infos du coup? En fait, c'est une interface web. Okay. Il y a une application mobile que j'ai pas encore fini de déployer. En fait, à la toute base, c'est un besoin que j'avais moi et ma copine. Vraiment, parce que c'était un peu galère avec notre fils d'avoir toujours qu'est-ce qu'on fait comme menu, qu'est-ce qu'on fait à manger. Alors que là, en fait, même si l'IA te répond, des fois, elle répond un peu à côté de la plaque. C'est pas toujours parfait. La partie liste de courses, par exemple. Ça peut, ça marche, mais c'est pas forcément toujours incroyable.
Et donc là, tu l'as un peu amélioré, du coup, avec ton agent. Quoi. C'est ça. En fait, j'ai fait un agent à moi qui le fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, je demande à l'utilisateur. C'est une interface très simple. Je l'ai pas là, mais bon, au pire, si tu veux, j'enverrai le lien que les gens pourront voir. C'est une interface où tu choisis le nombre de personnes que tu as au repas, le nombre de repas que tu veux. Après, c'est des checkbox que tu coches en disant je veux du truc vegan, de la nourriture française, ainsi de suite. Je veux éviter ça. Et tu peux même choisir si tu as des Cookéo, des air fryers ou des trucs comme ça. Okay. Et là, après, derrière, c'est un agent qui a accès à plusieurs outils. Je passe par 2 modèles. D'abord, je passe par Gemini pour mettre tout ça en forme et me sortir une idée de liste de menus possible. Et ensuite, je passe par un deuxième modèle avec des outils qui vont lui permettre de chercher en fonction des menus les bons... Parce que clairement, l'outil, moi, c'est juste, j'appelle une API qui me permet, en fonction du menu, de savoir quels sont les dosages et les grammages pour ce plat-là. Et en fait, après, j'ai un autre modèle qui est ce coup-ci Claude 3.7, qui va ensuite, on va appeler les outils pour réussir à me faire la liste de courses. Et derrière, je retourne et les menus avec la description. Parce que en parallèle, je passe au Gemini une deuxième passe dessus qui me permet de faire pendant 10 minutes, tu dois faire chauffer tel plat. Je fais ça. Donc Gemini qui me fait la liste et la description de comment la faire, et j'ai Claude qui me génère automatiquement les bons grammages, les bons dosages, qui vérifie si par exemple tu as 3 fois le même ingrédient qui revient, les assemble, fait le calcul et me les met ensemble. Okay. Et après j'ai la liste de courses et j'ai le truc qui apparaît. Ça c'est le premier que j'ai fait, c'est le tout premier. C'était pour voir si j'arrivais vraiment à le mettre à l'échelle. Voilà, quelque chose de pratique qui fonctionne. Ouais. C'est ça. Au début, il n'y avait pas d'interface web. J'envoyais un message sur un bot Telegram et c'est lui qui faisait toute la tambouille derrière. D'accord. Ouais. Et j'ai fini par rajouter une interface web pour essayer de le monétiser tout simplement. Et après, j'ai fait un autre agent. C'est celui-là qu'on a parlé la première fois qu'on s'est vu, qui est un agent Slack. En fait, je me sers d'un bot Slack en entreprise où ça permet à l'entreprise en fait de former les collabs sur les LLM. Il y a un agent. Il y a un dashboard qui permet ensuite de voir quel collab a fait quel module, quel exercice, quel cours. On peut lui rentrer, nous, manuellement des exercices ou les faire générer par l'IA. Et en plus de ça, l'agent permet d'avoir un chat GPT en interne dans Slack. Okay. Et donc, dans le dashboard, ceux qui les adminent, en fait, ils voient les discussions. Ce qui leur permet de savoir s'il y a des PDF, ainsi de suite. Et plutôt que d'avoir du shadow IT où les mecs utilisent leur compte chat GPT et ils envoient des données pas très clean. Ouais, là ça permet justement d'avoir plus de contrôle. C'est ça. Et au lieu de créer une interface à côté en utilisant tout ce qui peut se faire, tu crées un nouveau site web, ils se sont dit nos collabs utilisent Slack, autant partir à fond sur Slack en fait. Donc Slack, pour si jamais qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de Teams mais pour les starters. Ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est Teams, c'est vrai. Voilà, dans les startups. Et donc voilà, là l'idée c'est que plutôt que d'aller sur le site internet, ChatGPT ou autre, là on va directement sur Slack ou sur Teams et on discute directement avec l'IA et on peut du coup avoir des conversations, etc. Ça permet d'avoir un peu un meilleur contrôle pour l'équipe informatique, pour être sûr que il n'y ait pas n'importe quoi qui soit envoyé à l'IA quoi. C'est ça. Et en plus parce que généralement le Shadow IA, j'en vois partout à chaque fois. On est d'accord, tout le monde le fait. Et donc c'était pour contrer ça. Et en plus, ils voulaient aider à former les collabs. Donc, comme je disais, dans leur interface, ils ont ça. Et le bot, il est proactif. C'est qu'à telle heure, tel jour, et ainsi de suite, en fonction d'où en est le collab dans son niveau. Il y a tout un calcul de niveau, ainsi de suite, fait par l'agent. Partie onboarding, donc quand quelqu'un arrive, c'est ça. Ça, quand quelqu'un arrive, il vient lui parler, il lui demande de faire des exercices pour ensuite savoir son niveau de connaissance par rapport à l'IA. En fonction de ça, il va sur différents modules. Et en fonction des modules, après, tu sais son activité, où il en est, et ça permet ensuite... je ne l'ai pas encore implémenté, mais je sais qu'ils veulent mettre une sorte de gamification pour savoir qui en est où dans les exos. Okay. Donc en plus de discuter, tu as aussi ça. Ça leur permet de voir où en sont les collabs sur l'utilisation de l'IA, l'utilisation des LLM, leur compréhension et ainsi de suite. Il y a ça comme agent. Et après, c'est pas vraiment un agent IA. L'autre que je peux parler, c'est on va plus appeler ça un assistant, même si je sais pas si c'est le bon mot. C'est une application mobile, qui te permet de convertir n'importe quelle image en style soit manga, soit webtoon, soit chibi pour ceux qui connaissent. Et il y a d'autres styles qui vont arriver. Et en fait, c'est juste un assistant où tu lui passes n'importe quelle photo, tu lui demandes de la convertir et il te la retourne. Lui, il va dire. Donc c'est pas vraiment un agent. Ouais, je comprends.
Et justement, ça amène un petit peu la question. Donc, qu'est-ce qui définit un peu un agent IA? Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu le mot buzzword. Il y en a plein qui disent des agents IA, des agents IA. Honnêtement, c'est un peu un fourre-tout. Il y en a plein qui vont dire que c'est un agent alors que pas du tout. Donc, toi, tu le définirais comment un petit peu? Qu'est-ce que t'appelles quand on parle d'agent? Tu parles de quoi, toi? En fait, un assistant, c'est ChatGPT à ses débuts. C'est-à-dire, on lui pose une réponse et il nous répond avec du texte. On lui pose une question, il nous répond avec du texte. Après, il y avait les assistants multimodaux, c'est-à-dire on peut lui envoyer une image, un vocal, une vidéo, un texte, enfin, ce que tu veux, et il répond avec tous ces modèles-là. Et un agent, tu lui demandes, c'est comme si tu avais un collab et que tu lui donnais une tâche à faire et que de là, il a des outils à sa disposition et il peut actionner ces outils en fonction de sa compréhension de la tâche à faire. Un cas d'exemple tout bête, c'est aujourd'hui, tu peux avoir un agent, que l'agent qui est tout le monde voit de base, c'est à aider à prendre des rendez-vous. En fait, tu peux le faire dans WhatsApp, la personne il discute avec un agent IA. Ce qui le différencie d'un assistant, c'est qu'il a accès à des outils et donc il peut faire des actions. Donc par exemple, il peut aller checker dans ton calendrier quelles sont tes disponibilités, il peut aller ajouter des événements dans ton calendrier, et il peut aussi ajouter ou checker si la personne est connue dans ton CRM ou autre, par exemple. Et ça, c'est un agent. Donc vraiment, pour le différencier, un agent, il peut faire des actions, il a des outils, là où un agent n'en a, ou un assistant n'en a pas du tout. Et là où les gens ils font un gros mélange de tout, c'est qu'un assistant peut faire déjà énormément de choses sans outils. On peut lui faire plein de trucs. Et donc, dès que tu commences à faire une tâche, que tu transformes une entrée en une sortie différente, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un agent, alors que pas du tout. Alors que non, ok, tout à fait. Et donc après, c'est vrai que toi aussi, tu as fait le choix donc sur le développement des agents, il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est les outils de no-code, donc Zapier, Make ou N8N, qui vont permettre du coup de créer facilement son agent en faisant des petits blocs et en automatisant les choses. Mais toi, tu as fait plutôt le choix de le faire via le SDK du coup de Vercel, parce que c'était plus logique entre guillemets pour un développeur, et que toi ça te permet aussi d'aller plus vite, et j'imagine aussi que ça a des avantages peut-être aussi en termes de maintenance ou autre, ou c'est quoi un petit peu l'intérêt de faire ça? Après, j'utilise un peu N8N pour info, mais en fait, je suis parti vraiment dans le dev parce que je connaissais, et il faut différencier le no-code, low-code du dev, là où en fait N8N te permet de faire des agents, Make te permet de faire des agents, Zapier aussi. Mais si tu vas aller dans un truc un peu plus technique, un peu plus poussé, qui est encore aux frontières de ce qu'on est capable de faire, tu auras des difficultés à le faire avec N8N. Ou Make, là où avec du dev, tu as beaucoup plus de contrôle. Et surtout, si tu es développeur et que tu arrives à lire le code, s'il y a un bug, tu comprendras mieux ce qui se passe que dans N8N. Alors, je critique pas du tout N8N. Il y a des gens, j'en vois faire des dingueries avec. Vraiment, même moi, j'arriverai pas à leur niveau. Mais c'est devenu des experts N8N. Donc, en fait, tu es devenu hyper bon dans une techno. Parce que le N8N est devenu une techno à force. Et donc, c'est ça la différence. C'est juste que je connaissais plus le dev. Ouais. Et que si je veux faire des choses un peu plus poussées, comme par exemple les MCP, tu peux pas en faire avec N8N. Tu peux en utiliser, mais de là à en créer, à ma connaissance, tu peux pas. Ok. Est-ce que tu peux détailler justement un petit peu ce que c'est que le MCP? Parce que c'est pareil, ça fait beaucoup parler. On en entend en tout cas de plus en plus parler. C'est ça. C'est ça. Un petit peu ça sert. L'MCP c'est sorti il y a 1 an et ça a été proposé par Anthropic encore. Et ils ont voulu le rendre comme protocole un peu, il faut l'imaginer comme un peu les API. Donc c'est les API, ça sert à faire discuter des logiciels entre eux. Pour faire très simple, c'est un langage qui se comprenne. On est sûr qu'ils se comprennent parce que c'est un standard, c'est un protocole et on communique comme ça. Et en fait, Anthropic a proposé ça il y a 1 an. Au début, ça n'a pas marché, ça a pas beaucoup pris. Mais l'idée, c'était de standardiser le fait de savoir comment un agent peut communiquer avec des outils. Et les outils, j'ai donné l'exemple du calendrier, d'un CRM ou autre, mais ça peut être beaucoup plus que ça. Avoir accès aux fichiers, faire une recherche web, avoir accès à Notion, avoir accès à ton Google Drive. Ça peut devenir un outil pour le modèle. Et donc, en fait, l'idée, c'était, avant les MCP, chacun codait dans son coin des outils. Et donc, chacun refaisait la roue à chaque fois. Il réinventait l'outil pour son cas d'usage à lui. Le MCP, c'est prendre l'idée à l'envers. C'est, on va faire un protocole général, comme ça, tout le monde saura comment communiquer. Tout le monde saura comment faire communiquer un outil avec un LLM. Et donc, en plus, aujourd'hui, il y a plein d'MCP qui sortent. Pour faire très simple, c'est une sorte d'API pour communiquer avec des outils. Pour permettre à un LLM, à une IA, comme Anthropic ou ChatGPT, de communiquer avec des outils de manière standardisée.
Et donc du coup, ouais, là, l'avantage, c'est que c'est un peu plus facile de s'en servir. Alors ça d'ailleurs, ça montre aussi un petit peu, et voilà, on pourra peut-être enchaîner là-dessus sur comment les choses évoluent. Hein. Moi, je constate que là, en ce moment, la partie MCP, elle devient de plus en plus accessible aux utilisateurs. Avant, il fallait vraiment avoir le côté dev, etc. Là, par exemple, aujourd'hui, Mistral, ils ont fait une intégration des MCP qui est hyper simple. On peut connecter sa boîte Gmail, par exemple, un calendrier Outlook très facilement à Mistral, et donc après demander à l'IA du coup de faire des actions sur les différents connecteurs. Claude, c'est pareil de leur côté, ils l'ont intégré à plusieurs choses aussi. Alors tout ce qui est création, malheureusement c'est un petit peu pour l'instant que pour les comptes les plus chers, donc c'est soit les comptes max qui sont à $90 je crois par mois, ou les comptes équipe qui sont eux à $35, mais il faut minimum 5 licences, donc voilà, c'est un budget plus élevé. Et du côté de ChatGPT, c'est un peu pareil, les MCP ils sont intégrés pour l'instant mais que en bêta, en mode développeur, et sinon il y a déjà des outils de MCP qui sont intégrés, mais uniquement pour les licences business, avec notamment l'intégration à Outlook, SharePoint, etc. Donc en vrai c'est hyper utile et c'est en train d'arriver, mais on en est encore un petit peu au début, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui va devenir vraiment très facile d'accès très prochainement. Et voilà, l'idée ça va être de pouvoir connecter ChatGPT ou autre à votre boîte mail, à votre calendrier, etc. Même s'il faut quand même faire attention, parce que derrière il y a aussi beaucoup plus de risques avec tout ça. L'IA elle peut du coup après agir sur votre boîte mail, agir sur votre calendrier, donc faut faire quand même gaffe à ce qu'on l'autorise à faire. C'est ça, il faut faire vraiment attention parce que là en fait on lui donne les bleus pouvoirs. Tu la laisses faire ce que tu veux, et Anthropic a déjà sorti des papiers d'ailleurs en expliquant que si tu donnes accès à certaines boîtes mail et que tu lui montres que tu es en train de faire quelque chose de pas très légal, dans certains tests qu'ils ont fait, ils avaient Claude Opus qui contactait carrément le gouvernement américain pour dire attention, cette personne a fait un truc pas clair. Donc faut faire attention à ce qu'on leur donne. Voilà, c'est des tests en interne, ils avaient un pré-prompt qui le forçait, mais c'est pour montrer que si on lui donne vraiment les pleins pouvoirs. Sur la boîte mail, il peut lire les mails, il peut écrire des mails, il peut envoyer des mails. Exactement, ouais. Donc à faire attention. Ouais. Moi pour l'instant j'ai pas osé le faire avec une vraie boîte mail, je l'ai fait qu'avec des boîtes mail de test, mais voilà. Moi aussi. Moi aussi. On va attendre un petit peu que ça soit un peu plus solide et qu'on sorte de ce côté bêta, quoi. Par contre, Claude c'est les plus avancés, largement. De toute façon c'est eux qui ont sorti le protocole. Et je trouve leur client MCP, le Claude Desktop ou la version interface, hyper intéressant sur le fait, je l'utilise beaucoup avec Notion, je sais pas si ça peut intéresser les gens, où je l'utilise vraiment comme un assistant. C'est-à-dire que je crée une page Notion, je mets des infos dedans, et ensuite je vais discuter avec Claude pour qu'il lise la page Notion, et qu'il interagisse avec moi sur cette page, et je lui demande après ensuite soit d'ajouter des commentaires à des endroits dans la page, soit vraiment en fonction de sa réponse, d'aller l'écrire dans ma page. Et dans la page, j'interagis quasiment plus qu'avec Claude pour écrire principalement c'est des scripts de vidéo, mais pour écrire des scripts de vidéo. Ouais. Ah c'est ok, top. Oui, parce que c'est vrai que tu l'as même pas dit en te présentant, mais du coup tu fais également des vidéos. Oui. Et donc du coup tu peux me redire le nom de ta chaîne? Je pense que je vais jamais trop. C'est mon nom, c'est Maxime Bidanek. Je l'ai vraiment appelé comme moi. Top. Okay. Et donc sur lesquelles tu fais des vidéos qui sont un peu plus destinées du coup aux développeurs. Oui. Avec notamment un petit peu des tutoriels, donc voilà, si jamais ça intéresse les auditeurs de creuser un peu plus du coup le sujet de comment créer des agents IA, voilà, et de savoir un petit peu se servir des différents SDK et de réussir à faire tout ça, du coup ils pourront te suivre sur ta chaîne. C'est ça. Donc du coup on a déjà pas mal discuté de pas mal de sujets, donc je sais pas si tu avais encore quelques mots à nous dire pour qu'on arrive un petit peu à la conclusion de cet épisode. Je pense qu'on a fait le tour. C'était peut-être un peu brouillon, mais on a fait le tour. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir un petit peu ton retour, de voir un petit peu ce qui se passe, d'avoir un peu l'historique du côté des développeurs, parce que forcément, côté utilisateur, nous on voit un petit peu la partie de chatbot, etc., les fonctionnalités qui arrivent, mais c'est vrai que sur le monde des développeurs, il se passe au final énormément de changements. En plus, je pense que les développeurs, ils peuvent très rapidement passer d'un outil à un autre, entre guillemets. Ils vont être un petit peu moins fidèles. S'ils trouvent un meilleur outil qui marche mieux, voilà, ils peuvent vite passer de l'un à l'autre. Et ça nous montre un peu aussi, je pense, à quel point ça peut... comment dire, l'impact pourrait être similaire dans d'autres industries, quoi. C'est un peu la même version que ce qu'on pourrait voir autre part, mais en accéléré, quoi. Ouais, c'est ça. Le monde du développement, il faut imaginer que t'es tout le temps à jour, il y a toujours une FOMO, il y a toujours un nouveau truc. Et les développeurs sont comme ça de base. Et on switch vraiment d'outils, on teste les nouveaux outils. Donc, ce que j'ai fait en 2 ans, on peut imaginer que dans d'autres industries, ça mettra peut-être 10 ans, ça mettra peut-être 5 ans, mais les outils vont bouger. Et ça va plutôt
Aujourd'hui, le développeur va devenir plus un architecte et il va avoir des agents IA qui vont l'aider à développer. C'est pas parfait, le code a des failles, si on fait pas gaffe, mais n'importe quel développeur peut faire un code avec des failles, donc c'est pareil. Tu deviens plus un peu l'architecte et tu relis ton code, ça c'est sûr. Je suis passé un peu dessus, mais au final, t'écris de moins en moins de lignes et tu le laisses écrire des lignes et après tu vérifies ce qu'il a fait, c'est pas de la merde ou une bêtise pour voilà. Et et après tu peux corriger, tu peux aller faire du dev ou autre, mais tu deviens de plus en plus comme ça. Je pense que d'autres industries vont le faire. C'est juste que le monde du dev va plus vite. Et ça va à tâtons. Et dans d'autres industries où les mecs ils sont vraiment focus sur un outil, et même s'il fait quelque chose de pas terrible, on reste. Dans le monde du dev, ça switch voilà. Très rapidement, ouais. Ah mais vraiment, avec Cloud Code, ils étaient au top il y a 2 mois. Ils ont pris un backlash en fin août, parce qu'ils ont un problème sur API. Et ben, tout le monde a migré sur Codex. Ouais, voilà. Et je crois qu'en ce moment, c'est Grok Code donc, qui est en train de bien marcher. Ouais, mais ils ont pas d'outils à eux. Okay, en fait, oui. Grok, c'est dans Cursor. Tu l'utilises dans Cursor, en fait. Dans Cursor, ok. Mais oui, il y a Grok aussi. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi Grok qui est venu dans la danse. Ça bouge en permanence. Ouais, ça arrête jamais. Il faudra suivre ce que tu dis sur ta chaîne YouTube ou suivre le podcast pour avoir un peu d'actu sur quels sont les derniers modèles à utiliser. Après, il y a un truc, c'est que les prompts, ils changent pas. Apprends à bien prompter, apprends à parler, et ça change pas pour le coup. Ça, au moins, ça change pas, ouais. Donc, c'est toujours important, de bien savoir comment se servir de ces outils. Est-ce que tu as un mot, du coup, pour conclure, avant qu'on conclue cet épisode? Bah, s'il y a des devs, testez. Prenez un outil et testez. Voyez jusqu'où vous pouvez aller sans écrire de ligne de code, si vous l'avez jamais fait. Bah après, ça, en vrai, le tester, c'est aussi valable pour ceux qui font pas de développement. C'est là aussi on arrive à voir un peu ce qu'on peut faire avec les outils ou pas. Faut toujours se détacher un peu de l'effet démo et waouh qu'on peut avoir. Forcément, quand OpenAI ils font une démo ou Google ou peu importe, ça a l'air de marcher tout de suite, c'est magnifique, etc. Mais quand on s'en sert vraiment sur nos cas d'usage, on se rend compte que y a toujours des décalages, que c'est pas toujours parfait, et ça nous permet de tout de suite voir les limitations de chacun des outils, quoi. Oui, et ça te permet aussi d'apprendre à utiliser l'outil et dans ce cas-là à discuter avec l'outil en fait. Exactement, ouais. Ok, écoute, Maxime, je te remercie beaucoup et puis du coup, je dis que voilà, je dirais aux auditeurs qu'on se retrouvera la semaine prochaine comme d'habitude. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao Maxime.